Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire de LabVie. Je m'appelle Charles Joannick et je suis un des cofondateurs de LabVie. Et au cours des 30 prochaines minutes, j'aimerais aborder une question centrale avec vous, à savoir quelle est la solution logicielle adaptée pour ma R&D ou pour mon laboratoire pour 2026. À la fin de cette session, vous aurez la possibilité de poser vos questions en utilisant la fonction prévue ici. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour votre information, ce webinaire est en direct et est enregistré également. Et il sera disponible en ligne à la demande d'ici quelques heures après la fin de la session. Quel est l'agenda pour aujourd'hui? On va d'abord essayer d'avoir une vue d'ensemble des différents types de solutions logicielles qui existent dans le monde du laboratoire et de la R&D en ce moment, de comprendre quel type de software, quelle valeur ajoutée apporte, et aussi d'expliquer comment choisir la solution qui est la plus adaptée à mon besoin. Et pour terminer, je vais vous partager nos retours d'expérience de ces dernières années en ce qui concerne le choix et la mise en place d'une solution logicielle dans un laboratoire ou dans un laboratoire de R&D, selon là où vous travaillez. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, LabVie est une entreprise qui a pour but d'accélérer l'innovation des matériaux pour aider notre industrie européenne à façonner le monde de demain. Comment est-ce que l'on fait ça? On redéfinit l'innovation matériaux en Europe grâce à notre plateforme de logiciels qui est intelligente et qui est développé par l'industrie pour l'industrie, en rendant les données matériaux exploitables pour pouvoir, d'une, développer des produits de meilleure qualité plus rapidement, prendre des décisions qui soient beaucoup plus éclairées grâce à la data, et ouvrir l'accès aux technologies comme par exemple l'intelligence artificielle à tout type d'entreprise, quelle que soit leur taille et leur secteur. Pourquoi est-ce que je parle de l'industrie pour l'industrie? Nous sommes une entreprise du groupe Netsch, ce qui explique la raison pour laquelle vous avez reçu une invitation de par nos collègues de Netsch Testing and Analyzing. Alors, on va commencer par un panorama des solutions existantes. Pour ceux qui sont déjà familiers avec ça, on parle souvent de LIMS, de ELN, de journal de laboratoire ou de plateforme. Mais en fait, la diversité est beaucoup plus grande que ça. Alors, on va parler de LIMS aujourd'hui, on va parler de ELN, ou de journal de laboratoire, on va parler d'Excel, mais on va aussi parler de quelque chose qui s'appelle Unified LIMS ou LIMS 2.0, selon la manière dont se présentent les éditeurs. On va parler de plateforme R&D et on va parler de Material Intelligence comme approche aussi. Avant de rentrer dans les détails de chaque solution, je voulais vous montrer un petit peu l'état des lieux, si vous voulez, de ces différentes solutions ou types de solutions en fonction des départements dans les entreprises, qui utilise quoi et de quelle manière. Alors souvent, on va différencier entre la R&D, la qualité et aussi entre le laboratoire. Pourquoi est-ce que je fais cette différenciation-là? Dans certaines entreprises, le laboratoire est une entité à part entière qui sert en fait, qui est une entité de service pour la R&D, pour la qualité, pour le service client et autres. Dans certaines entreprises, vous allez avoir un laboratoire qualité différent du laboratoire R&D. Donc du coup, on s'est dit, autant montrer ça d'une manière un peu différente. Alors, en R&D, en général, le LIMS n'est pas très répandu, c'est plutôt rare et c'est pas vraiment adapté comme on le verra plus tard. Le journal de laboratoire, c'est la même chose, c'est plutôt rare, il n'y a pas souvent de système comme ça. Microsoft Excel, par contre, est très répandu. La plupart des départements R&D dans les entreprises de petite et moyenne taille, même dans certains grands groupes, travaillent basés sur Excel, ce que la plupart des gens appellent notre base de données Excel, qui en soi n'est pas une base de données, bien sûr. Les LIMS 2.0, c'est comme les LIMS normaux, c'est rare. Les plateformes de R&D aussi, pas encore très répandues. Et les systèmes de Material Intelligence sont déjà plutôt bien établis. Si je compare ça avec quelque chose qui est plus qualité, on va dire un laboratoire qualité typique, c'est là où on va retrouver un LIMS en général, et ou
un journal de laboratoire selon le produit qu'on a acheté. Excel, très très souvent, toujours. On va le retrouver de toute façon partout en général, comme il est disponible pour toute l'organisation. Les LIMS un peu plus modernes ne sont pas très très répandus chez nous en Europe, même dans les labos qualité. Mais ils arrivent, on pourrait rajouter un demi-point ici, entre 1 et 2, on va dire. Logiquement, une plateforme de R&D n'est pas vraiment adaptée à la qualité et les plateformes de Material Intelligence sont plutôt rares en laboratoire qualité. Maintenant, si je prends un laboratoire qui aurait pour but de servir non pas que la qualité ou que la R&D, mais d'une manière plus globale, les LIMS sont assez répandus dans les laboratoires. Par exemple, aussi les laboratoires indépendants qui utilisent très souvent un LIMS pour structurer leur flux de travail. Le journal de laboratoire est aussi plutôt bien établi. Excel, comme d'habitude, très répandu. Les LIMS plutôt modernes arrivent, mais ne sont pas encore très établis. Pour le laboratoire, une plateforme R&D est en général pas vraiment l'outil adapté. Et les outils de Material Intelligence sont en train de s'établir de plus en plus dans le laboratoire grâce à leur flexibilité. Donc, comme on voit sur cette deuxième vue d'ensemble, on voit clairement déjà qu'il n'y a pas de solution unique pour tout le monde. Ça n'existe pas la solution du laboratoire pour toutes les industries et tous les types de laboratoires. Ça va être un peu compliqué. Mais plutôt que chaque service, on va dire, va pouvoir s'appuyer sur un outil plutôt propre euh, qui va devoir remplir les besoins de ce service même. Alors maintenant, je vais essayer de vous décrire chaque catégorie de système. On va d'abord parler d'un LIMS. LIMS, c'est une abréviation pour traduire Laboratory Information Management System, ou en français un système de gestion des informations de laboratoire. Ce type de logiciel a été conçu avant tout pour les environnements où les processus sont clairement définis et où un très haut niveau de standardisation est nécessaire. Donc c'est typiquement le cas d'un laboratoire qualité et c'est aussi typiquement le cas d'un laboratoire indépendant qui, par exemple, fait des essais sur l'eau courante dans les villes ou un laboratoire pharmaceutique ou d'analyse médicale. C'est là qu'est née en fait cette catégorie de logiciels, et c'est dans ce contexte qu'un LIMS va présenter toute son utilité. L'idée de ce type de produit, c'est vraiment de prendre en charge les tâches plutôt administratives et de coordination. C'est pour ça qu'ils appellent ça Information Management System, les systèmes d'information. Et tout ce qui est lié au traitement des échantillons, plutôt, et aussi un peu la saisie et le reporting. Donc ça va s'adresser à des laboratoires qualité, laboratoires indépendants, avec des processus bien établis, comme je l'ai dit, avec quelles fonctions? Suivi des échantillons, gestion des ordres, de temps en temps CRM, intégré, gestion du stock, et génération de rapports et traçabilité pour se préparer à des audits, par exemple. Donc c'est très très efficace pour la digitalisation du laboratoire, si vous êtes un laboratoire de ce type, donc qualité ou indépendant, et que vous cherchez une efficacité plus grande et une conformité quasi parfaite. Le développement d'un LIMS est plutôt cher. Pourquoi? La plupart des éditeurs de logiciels, de LIMS, sont des entreprises de services qui vendent un produit de base, mais qui ont surtout pour but de financer leurs équipes de développement et leurs développeurs par du service. Et donc ça fait une grosse différence. Le développement peut aller d'une centaine de milliers d'euros à plus d'1 million d'euros pour les très 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 grandes entreprises. Euh, ça sera un coût unique. Et ensuite, on va ajouter les coûts annuels de maintenance en général, qui sont même pas de développement, mais de maintenance, qui peuvent, selon les modèles, s'élever à 10 à 30% du coût fixe par an. Et selon les éditeurs, même, le modèle peut être encore plus compliqué avec un prix spécifique juste pour la maintenance, et chaque update coûte un certain montant, et si je veux avoir une nouvelle fonctionnalité, il faut que je paye en plus. Ça va un peu dépendre des éditeurs, il y a beaucoup de modèles différents, mais en général, on va avoir ce modèle de développement coût unique sur la base d'un cahier des charges, plus coût annuel une fois que la mise en place est terminée,
Cette mise en place, du côté d'un LIMS, peut durer jusqu'à 3 ans ou plus. On a déjà vu sur le marché des mises en place qui ont duré jusqu'à 5 à 7 ans, mais qui est comparable à mettre en place un logiciel comme SAP. Le journal de laboratoire électronique est souvent intégré au LIMS, c'est pour ça que je vais passer assez vite là-dessus. C'est vraiment le cahier de laboratoire, mais en version électronique. Le rôle central, c'est de documenter pour les chercheurs, pour les techniciens, toutes leurs expériences et leur travail, et de prendre des notes de manière digitale. Souvent, c'est intégré au LIMS, ou alors c'est vendu avec le LIMS, mais en tant que solution séparée. Il y a aussi des ELN qui sont indépendants et qu'on peut utiliser sur une tablette, par exemple, dans certains types de laboratoires, type pharma ou autre. Donc c'est très très bien pour rechercher des informations assez rapides et prendre des notes d'une manière simple et tracer ses essais. Voilà, c'est vraiment très focalisé sur cette tâche-là. Comme je l'ai dit, c'est généralement intégré au LIMS et il faut souvent aussi un petit délai de mise en place. On va parler d'ici au moins 6 mois. Mais quand c'est intégré au LIMS, en général, on ne fait pas la différence dans la phase de mise en place. Le logiciel favori de la plupart des ingénieurs, Microsoft Excel, qui est un logiciel de calcul, un tableur et d'analyse de données pour traiter, analyser et visualiser les informations. J'insiste sur ces mots-là, puisque la plupart des gens utilisent, on entend encore beaucoup trop souvent, au fond, le lien entre Excel et base de données, ce qui est complètement faux. Excel n'est pas une base de données. Excel est simplement un tableau qu'on peut rechercher et qui peut faire des calculs mathématiques. Voilà, c'est pas une base de données, donc il ne faut pas confondre. Mais pourtant, ça reste le logiciel de digitalisation le plus répandu de la planète. C'est utilisé par toute l'organisation. On peut faire des calculs, on a des formules, des fonctions mathématiques, on peut visualiser, on peut créer du code et des macros à l'intérieur. On peut mettre en forme la donnée, on peut en créer des rapports. Très 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 utile pour jouer avec les chiffres et en faire des résultats qui soient compréhensibles par tout le monde. Le coût et la mise en place en soi négligeable, puisque c'est intégré à la suite Office et que la mise en place n'est pas nécessaire. C'est disponible pour tout le monde dès qu'il y a dans l'entreprise Microsoft Office qui est installé. Donc le coût est marginal puisque ça fait partie d'une suite complète et la mise en place n'existe pas. J'avais parlé des LIMS 2.0. De quoi ça parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les éditeurs, par exemple aux États-Unis, ils vont beaucoup parler de cloud-based LIMS. En fait, c'est un LIMS plus moderne qui est souvent basé sur le cloud. On va faire ça simple. Donc c'est exactement la même chose qu'avant. C'est un LIMS, mais moderne, qui offre des fonctionnalités un peu plus étendues par rapport aux solutions traditionnelles, avec une capacité à exploiter plus de données et à être plus flexible de par le fait que ce soit basé sur le cloud. Le cœur de cible est le même, les fonctions sont les mêmes, et c'est un peu plus simple de gérer les données avec ce genre de produit. Souvent, très souvent, on va voir aussi que ces LIMS en version 2.0 ou LIMS modernes vont plutôt se spécialiser sur la R&D que sur d'autres départements. On va moins trouver un LIMS basé sur le cloud pour un laboratoire indépendant, un laboratoire d'essai indépendant, par exemple. Parce que le besoin en utilisation de la donnée n'est pas vraiment là. La mise en place est différente. Étant donné qu'on est sur le cloud, on peut avoir un modèle as a service, pour certains, très peu, mais pour certains, ce qui fait que la mise en place, la configuration peut être un peu moins chère. On va parler d'ici à partir de 20 000 euros. Certains en proposent pour moins, mais ça va quand même, si on veut configurer ça de manière plus individuelle, ça va quand même aller chercher dans les 100 000 euros et plus, avec une licence annuelle, et pas des coûts annuels, mais une licence annuelle, surtout dans un modèle as a service, donc un software as a service. L'idée, c'est que vous payez par an une licence, mais que vous avez toutes les updates, le développement, etc. inclus. Et là, pour certains éditeurs et des TPE, on va partir sur une base à 10 000 euros par an, ce qui, à mon avis, est très, très réalisable. J'ai vu une offre passer récemment d'un de nos concurrents qui est un éditeur, le LIMS, pour un de nos clients,
où on était sur une base de 6 000 € par an, mais pour le coup, zéro configuration, zéro individualisation. C'est vraiment un outil standard et le client avait à s'adapter en fait à ce que l'éditeur propose et pas l'inverse. La mise en place, peu importe, minimum de 18 mois, toujours, c'est assez complexe à mettre en place. Une plateforme de R&D, c'est une solution logicielle qui a été conçue spécifiquement pour les activités de R&D, pour rien d'autre. Donc elle s'adresse à l'équipe de R&D complète, des chercheurs, ingénieurs, jusqu'aux techniciens de laboratoire, mais aussi aux responsables de la R&D, éventuellement un CTO par exemple, ou autre. Et en fait, ça va rassembler dans un même environnement plusieurs fonctions qu'on retrouve habituellement dans des outils comme un journal de laboratoire, comme un logiciel de gestion des formulations, par exemple, ou un logiciel de gestion de projet. Pourquoi? Parce que l'objectif d'une plateforme R&D, c'est de couvrir l'ensemble du processus de développement, donc de A à Z, et de permettre à tous les acteurs de pouvoir collaborer sur un seul et même outil. Donc, l'équipe R&D en tant que cœur de cible va bénéficier de gestion des stocks, intégration d'un journal de laboratoire, gestion des formulations, gestion des tâches, gestion de la donnée, etc. Donc, en pratique, en fait, il faut rester lucide. L'approche couvre généralement uniquement la partie formulation. Parce que la R&D va se concentrer beaucoup plus là-dessus et que le laboratoire, pour beaucoup, est encore quelque chose perçu comme indépendant de la R&D. Donc les spécialistes des logiciels R&D ne s'y connaissent pas vraiment en laboratoire, ce qui fait on va surtout avoir la partie développement de la formulation sans vraiment intégrer les valeurs des essais, ni forcément les données de procédés, par exemple de mixage d'une formulation ou d'extrusion dans l'industrie du plastique. Les modèles qui sont utilisés derrière sont souvent très génériques quand il y a de l'IA intégrée, ils ne sont pas entraînés sur les données du laboratoire non plus. Donc en pratique, en fait, on va dire que les résultats, ils restent souvent assez superficiels et ils n'atteignent pas vraiment la précision qui est attendue par les équipes de R&D. Mais il y a quand même beaucoup d'avantages à ces systèmes-là, puisqu'on peut développer très 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 simplement des produits très innovants. Après, on va surtout quand même parler d'une mise en place pas si simple que ça, mais le modèle est différent. On va plutôt parler ici d'un modèle de licence basé sur l'utilisateur. Donc, pour certains éditeurs américains, on sait qu'ils vont demander à partir de 2 500 € par an par utilisateur, au minimum, et en général avec un minimum de 10, 15, 20 ou 50 utilisateurs. En dessous, soit ils n'ont pas d'offre, soit c'est plus cher. Et la mise en place peut durer également jusqu'à 18 mois. Maintenant, la dernière catégorie, les solutions de Material Intelligence, qui est l'approche que nous suivons chez Lably. Donc en français, l'intelligence des matériaux. On va parler ici d'une approche qui va justement réunir, si on veut, un petit peu le tout, donc le côté R&D, le côté laboratoire, mais aussi les procédés, donc les processus de fabrication par exemple, dans un seul et même système, dans une seule et même base de données, pour avoir des cycles de développement plus rapides, des résultats beaucoup plus cohérents et de l'innovation beaucoup plus élevée grâce à des décisions qui sont vraiment basées sur la donnée. Voilà, pour le résumer d'une manière assez simple. Pendant qu'un LIMS, un journal de laboratoire couvre justement seulement une partie du processus, tout comme une plateforme de R&D, une solution comme la nôtre va en fait se concentrer sur l'ensemble du développement. Donc vraiment de A à Z, on va plus seulement documenter une formulation, mais on va y intégrer toutes les valeurs de mesure, on va y intégrer toutes les données des échantillons, on va y intégrer toutes les informations de procédés qui y sont associés, comme je vous disais, le mixage, ou des processus d'extrusion ou de création d'une synthèse, pour avoir comme objectif d'aider d'abord toutes les équipes, toutes les personnes dans la R&D, mais pas seulement, aussi d'autres personnes. Souvent, on a des utilisateurs dans la vie qui sont du côté vente ou du côté production, qui vont chercher, ou le service client qui va chercher des informations dans la base de données.
On va y intégrer toutes les données, on va y intégrer une gestion de projet, on va y intégrer la gestion de toutes les ressources dont j'ai besoin pour mes projets, un assistant digital, du machine learning si possible, avec comme objectif de réduire le temps de développement, réduire ce time to market qui est si important pour toutes les entreprises dans l'innovation, euh, pour ensuite en fait avoir un produit plus innovant, plus rapide, de manière plus fiable, on va dire. La mise en place, à partir de 15 000 €, assez similaire à des logiciels as a service, puisque les logiciels de Material Intelligence comme Levi sont des logiciels basés sur le cloud, donc par définition aussi offerts as a service. Ce qui veut dire que je paye, par exemple, pour une petite organisation, entre 15 et 20 000 € de mise en place de configuration. Ça va être individuel à mes propres besoins. Et ensuite, je vais payer une licence annuelle qui est basée sur différents paramètres comme le nombre de types d'équipements, pas d'équipements en soi, mais des types d'équipements ou le volume de données, par exemple, qui sera stocké. Pas vraiment le nombre d'utilisateurs, parce que c'est pas très intéressant. Et là, on va parler pour des petites organisations à partir de 10 000 € par an euh, pour la licence. Cette licence inclut le développement, le support technique, etc. On est sur un modèle as a service, c'est vraiment tout inclus, il n'y a pas de coûts cachés ou surprises. Et dans notre cas, je suis pas sûr qu'on soit le standard dans l'industrie. On a réussi à réduire le délai de mise en place de notre côté à 3 mois. Donc si, en admettant que le client soit disponible tout le temps pour la mise en place, en 3 mois, c'est réglé, sachant qu'on parle ici, à la différence de beaucoup de solutions ou de types de solutions logicielles, on ne va pas parler d'un projet d'informatique, on ne va pas parler de projet d'intégration comme la mise en place de SAP ou d'un autre ERP qui prend des mois et des années. En fait, du côté client, on va parler de peut-être 1 à 2 semaines de travail au total sur une période de 3 à 6 mois et tout le reste est de notre côté. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place, ce qui est aussi un critère très important dans le choix, comme on verra après. Alors maintenant que je vous ai parlé de ça, très bien, mais comment est-ce qu'on fait la différence et comment est-ce qu'on évalue tout ça? En fait, nous, on voit ça un petit peu en deux mondes. C'est assez simpliste, mais il y a d'un côté les solutions classiques qui existent depuis 10, 20, 30 ans pour certains même, certains LIMS dans les années 80, 90. Et il y a les solutions plus modernes qui sont plutôt arrivées sur le marché ces 10 dernières années, on va dire. Et en fait, nous, ce qu'on voit, et ce que l'industrie nous montre en ce moment, le fait que beaucoup de clients qui ont un LIMS depuis 10-15 ans se manifestent chez nous et appellent pour évaluer l'opportunité de changer de type de solution. C'est parce qu'en fait, on pense que les solutions classiques, surtout dans les laboratoires orientés R&D, ne sont pas adaptées. Pourquoi? Parce qu'elles offrent déjà qu'est-ce qu'elles offrent? On va peut-être faire la comparaison comme ça. Les solutions classiques offrent une gestion des processus, une gestion du travail du système d'information. C'est un focus sur modéliser et gérer les workflows d'un laboratoire. C'est un logiciel qui est en général sur mesure, c'est-à-dire que c'est développé selon vos besoins spécifiques que vous exprimez au moment où vous êtes dans le processus d'achat de votre solution ou même dans le processus d'implémentation. Admettons qu'on commence un projet pour mettre un LIMS en place dans notre laboratoire la semaine prochaine. On va avoir un cahier des charges qui est daté de octobre 2025. Mise en place 1 à 3 ans, on va dire 3 ans dans le moins bon des cas, on est en octobre 2028. En 2028, vous avez une solution qui est basée sur un cahier des charges qui a 3 ans. Vous commencez à travailler avec une solution qui a déjà 3 ans. C'est un petit peu comme si, en fait, on vous disait, vous voulez acheter une voiture neuve, électrique, qui est complètement autonome, vous la commandez aujourd'hui, vous la recevez dans 3 ans. La technologie que vous achetez que vous recevez dans 3 ans, elle a plus de 3 ans, c'est certainement beaucoup plus, et du coup, vous n'êtes pas à la page. Et en fait, c'est un peu un des inconvénients qu'on voit dans ce côté sur mesure. Souvent, ce sont des solutions spécialisées qui sont conçues spécifiquement pour un service, pour un type de laboratoire. Combien de fois on voit des entreprises, des gens qui nous appellent pour nous dire, nous sommes le département R&D, on a un laboratoire, notre département qualité a mis en place un LIMS il y a 10 ans et on veut nous forcer à l'utiliser. C'est pas du tout adapté à nos besoins et on peut pas le changer parce que ça a été développé pour la qualité
le contrôle qualité et pas du tout pour le reste. Et comme je le disais un petit peu au-dessus avec le premier point, on parle vraiment d'un outil de gestion. On parle simplement de gestion et de rien d'autre. Et nous, on voit plutôt un potentiel, surtout côté labo, R&D, laboratoire qui est vraiment orienté sur le matériau, un besoin énorme de la donnée, un focus sur les données pour prendre des décisions basées sur la donnée et pas seulement sur l'instinct et l'expérience des experts, et surtout pour optimiser plus rapidement les matériaux. Une évolution continue d'un logiciel et par logiciel sur mesure défini sur un cahier des charges d'il y a plusieurs années. On veut un logiciel, parce qu'on est habitué à ça en tant que consommateur, qui nous propose des mises à jour régulières, qui se développe de lui-même, et c'est pour la raison pour laquelle je paye une licence aussi tous les ans. C'est quelque chose où toutes les équipes R&D industrielles, mais en fait toutes les organisations en soi, quand on veut être innovant, il nous faut avoir accès aux technologies les plus innovantes et les plus récentes. C'est assez simple. Une connectivité plus large, c'est-à-dire pas seulement une connectivité de mes appareils de mesure, par exemple mon équipement du laboratoire. Oui, pourquoi pas le connecter, c'est quelque chose dont on s'est fait la spécialité aussi, mais aussi une connectivité, une collaboration un peu transverse entre les différents départements. Je veux pouvoir construire une base de données qui puisse être utilisable par mes commerciaux qui sont sur le terrain, qui soit utilisable éventuellement par mes personnes du controlling pour faire les calculs de mes formulations ou de mes produits finaux, par mon service client, par mon service de forensique, d'analyse en cas de problème, par exemple. Et pour terminer, la plupart des équipes R&D, la plupart des laboratoires cherchent à créer de la valeur grâce à la donnée. Comment est-ce que je peux exploiter cette mine d'or de connaissances que j'ai acquise par la donnée au fur et à mesure des années pour créer de la valeur, créer de l'innovation en les analysant de manière plus poussée, plus avancée et aussi en utilisant des choses comme l'IA pour optimiser ce que je fais. Donc un peu moins de gestion et de focus sur est-ce qu'on documente tout parfaitement comme il faut. Ça, il faut le conserver, mais maintenant, je pense qu'en 2025, c'est quelque chose qui devrait être assez standard pour se diriger plutôt vers comment est-ce que je peux être plus flexible, dynamique, moderne et utiliser la technologie, mais surtout mon savoir-faire, ma connaissance sous forme de données pour en générer de la valeur pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on voit en fait si je refais une vue d'ensemble pour refermer un petit peu la chose? En discutant avec nos clients, les attentes sont toujours les mêmes. Les clients veulent plus d'efficacité. Pourquoi? Juste avant ce webinaire, j'étais en discussion avec un client italien qui me disait: «On a de plus en plus de mal à trouver des techniciens de laboratoire». Ils sont maintenant plus d'une trentaine, mais les gens qui partent en retraite ou qui décident de changer de voie sont très, très difficiles à remplacer. On a de plus en plus de travail, des volumes de plus en plus faibles, mais en parallèle avec de plus en plus de demandes, puisque j'ai moins de volume par demande, mais j'ai plus de demandes. Il faut que je sois beaucoup plus efficace. Il faut que je gagne du temps sur les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée dans mon laboratoire et que j'automatise tout ce qui est répétitif. Voilà, c'est l'idée principale. Il me faut de meilleurs produits. On connaît tous la situation économique en France et en Europe actuellement, spécialement dans l'industrie. Mis à part peut-être certaines industries comme la cosmétique, la plupart des industries ou des secteurs sont en difficulté. Pourquoi? Parce que plus de concurrence et plus de difficultés au niveau international. Donc il va nous falloir trouver des ressources, comme par exemple avoir des produits plus innovants, plus performants et prendre des meilleures décisions. Plus d'innovation, des cycles de développement plus courts, ce qui est plutôt une conséquence du point précédent, être plus compétitif et plus de chiffre d'affaires, c'est ce que recherchent la plupart des organisations. Et pour clore le tout, le plus de savoir, c'est plutôt conserver et préserver l'expertise. On a toute une génération de personnes qui partent en retraite, qui ont travaillé la plupart de leur carrière avant l'introduction d'Excel, par exemple, ou avant l'introduction d'un logiciel, ce qui veut dire qu'ils ont une autre manière de travailler. Et si vous vous mettez dans
Mettez-vous du point de vue du responsable R&D, par exemple, du responsable laboratoire, ou même de votre CEO. La personne qui paye un expert fait un investissement sur le long terme. Le salaire que je paye pour une personne est un investissement sur le long terme pour construire une expertise, construire du savoir et développer l'entreprise grâce à cette personne. Cette personne part en retraite, logiquement. Si le savoir et l'expertise de cette personne n'est pas disponible après le départ en retraite, j'ai perdu mon investissement. J'ai un retour sur investissement sur le long terme de zéro. Et c'est pour ça qu'en fait, beaucoup d'organisations se posent la question de savoir comment est-ce que je peux utiliser la technologie, donc dans le cas de ce dont je parle aujourd'hui, un logiciel, pour préserver cette expertise. On n'est pas en train de parler de remplacer l'être humain, ça n'a aucun rapport, mais plutôt être là, accompagner les experts pour que la connaissance soit disponible, même quand les experts ne sont plus là, ce qui, par définition, arrive cycliquement. Et améliorer la collaboration au sein de l'entreprise, c'est quelque chose dont j'ai parlé juste avant. C'est vraiment un défi pour beaucoup d'organisations entre le côté international ou multirégional de nos entreprises, le travail hybride entre télétravail et travail au bureau. Euh, on a besoin de beaucoup plus de collaboration, de plus d'efficacité dans cette direction-là. Alors, pour terminer ce webinaire, comment est-ce qu'on choisit un logiciel? Évidemment, c'est plus facile pour moi de vous en parler puisque c'est mon métier. Mais j'imagine que de votre côté, si vous travaillez dans un laboratoire ou en R&D, vous n'êtes pas spécialiste du monde logiciel. Euh, Quand on choisit un logiciel, il y a souvent le même défi. On sait en fait qu'on veut changer quelque chose, mais on ne sait pas vraiment comment structurer la démarche pour arriver à prendre une décision avec laquelle on se sente bien, une décision qui soit claire et fondée. Donc voilà un aperçu assez simple et schématisé des étapes qui font leur preuve dans la pratique. C'est comme ça qu'on accompagne nos clients, c'est les recommandations qu'on fait. La première étape, c'est vraiment d'identifier vos besoins. Avant de comparer des fournisseurs, avant de commencer à discuter avec des gens, d'abord définissez ce que vous voulez réellement améliorer. Est-ce qu'on parle d'efficacité? Est-ce que vous parlez d'amélioration de la documentation? Est-ce que vous voulez exploiter vos données d'une meilleure manière, collaborer mieux? Peut-être tout ensemble, possible. Vous n'êtes pas obligé d'écrire un cahier des pages qui va faire 40 pages, mais ce qui va être essentiel ici, c'est d'avoir une vision claire de, au moins de vos cas d'usage prioritaires. Une fois que vous avez ça, c'est la base pour la deuxième étape, qui est l'étape de screening, d'analyse du marché, si vous voulez. Quel éditeur propose quoi, en fait? Donc avant d'aller plus loin, on va faire une première recherche. Qui propose quel genre de solution? Et essayer de ne pas vous limiter aux acteurs typiques connus que un collègue, un ami dans une autre entreprise vous a recommandé parce qu'il l'utilise. Essayez d'évaluer la logique du système et de voir si celle-ci correspond à ce que vous faites. Donc, les catégories que je vous ai montrées avant, essayez de voir en fait, est-ce qu'il y a une ou deux catégories qui vont plutôt dans la direction dans laquelle on travaille. Essayez d'inclure des nouveaux acteurs, même s'ils sont plus jeunes. Donc, un acteur qui est comme l'AbbVie sur le marché depuis quelques années et pas depuis 25 ans, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas besoin d'avoir peur sur la stabilité, la pérennité de ce genre d'entreprise en général. Et surtout, si vous cherchez une approche qui est un peu différente des solutions ou de la logique dominante, on va dire. Ensuite, vous allez trouver, phase de recherche avec des résultats, donc vous allez trouver quelque chose, vous allez pouvoir entrer dans la phase de démonstration, de faire des démos. Qui peut me prouver concrètement ce dont ils sont capables? C'est un moment clé. Ici, faites très attention. La première question que vous pouvez vous poser quand vous organisez une démo avec un éditeur, un fournisseur de logiciel, demandez-vous, est-ce que cet éditeur de logiciel se contente d'une présentation standard ou est-ce qu'il cherche à comprendre comment je travaille et s'appuie pour sa démo sur mes problématiques concrètes et pas sur une suite de captures d'écran figées ou sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Une fois que vous avez vos démos, vous avez peut-être ce qu'on appelle une shortlist, donc je sais pas, votre top 3, top 5, peut-être moins, que vous trouvez très intéressant. Vous allez refaire un travail en interne pour définir vos critères d'évaluation. Quels sont les critères d'évaluation d'un fournisseur qui sont importants pour nous? Comment est-ce qu'on choisit?
Et ici, on ne parle pas seulement des fonctionnalités, on va aussi parler d'aspects très très importants comme est-ce que c'est un fournisseur européen, français ou autre, ou est-ce qu'il est basé aux États-Unis? Est-ce que c'est important pour nous? Est-ce que c'est un système qui est ouvert ou est-ce que c'est un système qui travaille sur des technologies qui sont propriétaires où j'aurais peut-être des difficultés à récupérer ma donnée à la fin? Comment est-ce que la qualité ou comment est-ce que je perçois la qualité de la communication avec les personnes jusqu'à présent? Est-ce que j'ai un bon feeling ou pas? Comment fonctionne le support? Toutes ces genres de ce genre de questions. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets échouent non pas à cause de la technologie, mais à cause de la relation entre le fournisseur et le client qui ne fonctionne pas. Et une fois que vous avez tout ce critère-là et fait votre évaluation, vous pouvez prendre une décision. Donc combien est-ce que ça va coûter? Et examinez attentivement le modèle de prix, le modèle de licence. Est-ce que vous payez pour des choses dont vous n'avez pas besoin? Et surtout, demandez-vous, est-ce que cette solution sera encore la bonne dans 3 à 5 ans? Une fois que mon laboratoire, mon équipe R&D, mes données ou peut-être même mon business model aura évolué. Donc en résumé, une bonne décision, c'est pas l'intuition, c'est vraiment basé sur sur une clarification, une structuration du processus, qui peut être décliné, dans ces 5 étapes. Si vous avez besoin, on a quelques outils. Ici, c'est des captures d'écran de la version anglaise ou allemande, mais on a des outils utiles comme, par exemple, hem, un résumé, on va dire ça un one pager de votre cas d'usage. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter, je vous l'enverrai. Il y a pas de souci. Où en fait, vous pouvez donner ça à vos différents départements, à vos différents, laboratoires pour leur dire: «Décris-moi ton cas d'usage, de quoi as-tu besoin? Qu'est-ce que tu aimerais changer?» et cetera. Au milieu, ce sera plutôt une matrice qui va remplacer le cahier des charges, pour définir les besoins, au niveau fonctionnalité. Donc c'est vraiment la matrice des besoins, quelle fonctionnalité, existe, de quelle fonctionnalité est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'en ai besoin tout de suite ou plus tard? Et le fournisseur va répondre, «On l'a déjà, il faut qu'on la configure, on l'a déjà telle quelle, on en a une, il faudrait la configurer ou il faut qu'on développe complètement de zéro». Et enfin, un return on investment, c'est le troisième outil, c'est vraiment le modèle, de calcul de retour sur investissement. Parce que si vous êtes dans le cadre d'une présentation de recommandations en interne, je sais pas, à votre direction, aux achats, ça va être utile de pas seulement parler des coûts, mais aussi de la valeur qui est créée, éventuellement en gain de temps, en réduction des erreurs et cetera. Donc on a un outil pour ça aussi. Pourquoi est-ce qu'on aime bien utiliser ça? Parce que le modèle de retour sur investissement va déplacer la discussion sur le de l'investissement plutôt sur la valeur ajoutée. C'est ça qui va être intéressant. 6 apprentissages pour terminer. Un vrai enjeu, vraiment très, 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 très important, j'insiste, l'origine de votre fournisseur. Un fournisseur basé aux États-Unis ou en Europe, ça va faire une différence énorme entre le support, le type de contrat, la communication, la logique de mise en place. Il faut l'aborder tôt. Prenez votre décision le plus tôt possible, et je vous passe le sujet de la protection des données, qui est encore un autre sujet en soi. Ce qu'on appelait on-premise, c'est terminé. C'est le passé. Tous ceux qui vous disent, le cloud, c'est pas safe, il y a pas de sécurité, il y a un danger pour les données, ne les écoutez pas. Si vous cherchez à utiliser de l'intelligence artificielle dans le futur, vous allez être obligé d'aller sur le cloud, sinon ce sera pas possible. Souvent, 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 les éditeurs de logiciels oublient, de s'attaquer aux petites équipes. Pourquoi? Parce que la plupart des modèles qu'ils ont ne sont pas profitables avec moins de 10 personnes. Tout simplement. La plupart des éditeurs vont aller viser les grands groupes parce que c'est ceux qui font vivre, plutôt que d'aller chercher. Vous avez c'est assez simple à comprendre, je pense. En tant qu'éditeur logiciel, vous avez 2 choix. Soit vous allez chercher 10 gros clients qui vont vous faire vivre, soit vous allez en chercher 100 petits. Et 100 petits, ça coûte plus cher que 10 gros. Et c'est pour ça que la plupart se concentrent là-dessus, surtout au départ, pour grossir rapidement et à atteindre un niveau de stabilité. Puis une fois qu'on est dans le monde des grandes entreprises, c'est un peu difficile d'aller chercher les petites entreprises puisque les besoins sont différents et la relation est complètement différente.
Les démos standards, ça suffit pas. Il faut faire très attention. Beaucoup ignorent votre réalité, la réalité client. Ils passent à côté de vos vrais problèmes et vont vous parler d'un cas d'usage typique, standardisé, qui va pas fonctionner. Plutôt que de vous euh, euh, d'investir des heures, des journées, des semaines à définir des listes de fonctionnalités dont vous avez besoin, posez-vous la question de vos cas d'usage en premier. C'est beaucoup plus important parce que grâce aux cas d'usage, on va pouvoir lister les fonctions qui sont nécessaires. C'est vraiment les situations concrètes qui vont démontrer si une solution fonctionne. C'est pas la liste de fonctions, puisque en soi, un logiciel, n'importe quelle fonctionnalité dont vous avez besoin, moi je peux vous dire oui, bien sûr qu'on peut. Il suffit juste de la programmer, c'est pas très compliqué. Mais le cas d'usage, c'est autre chose, puisque le cas d'usage, c'est pas seulement une fonctionnalité, c'est tout un ensemble de choses euh, à prendre en compte. Et enfin, il n'y a pas de réussite sans partager une vision commune. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Même le meilleur cahier des charges ne va pas remplacer un objectif commun au sein de l'entreprise, une vision claire, pour avoir des discussions qui ne soient pas seulement techniques et des choix qui ne soient pas seulement arbitraires. Donc, euh, faites attention à ces 6 choses-là aussi. Suivez ce que je vous ai montré tout à l'heure et n'oubliez pas de vous poser les bonnes questions. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère avoir partagé des choses qui pourront vous être utiles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité Q&A ici. Je peux les publier et y répondre. On a encore du temps. Sinon, si vous avez votre téléphone dans la main, scannez le code ici et vous allez avoir accès directement à mon calendrier. Si vous n'avez pas votre téléphone sous la main, ou que ça ne marche pas, on ne sait jamais. Allez sur le site lebvi.io, vous voyez l'adresse en bas de la page en tout petit, et sur la version française du site ou la version anglaise, vous avez accès à mon calendrier directement. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de quelque chose, ça ne coûte rien, c'est complètement gratuit pour vous. Prenez un rendez-vous, je vous donne conseil volontiers, je vous aide volontiers dans votre processus. Et si vous êtes intéressé par notre solution à nous, n'hésitez pas non plus à nous faire signe pour une démo en ligne ou autre. Euh, on n'a pas beaucoup d'événements en ce moment en France. Je serai présent au Chem Day le 16 décembre à Paris. Et sinon, le prochain salon, c'est mars 2026, le Eurocoat. C'est le gros salon européen de l'industrie des coatings, des traitements de surface à Paris aussi. Je ne pourrai malheureusement pas assister à d'autres salons comme le salon de l'industrie cette année, donc n'hésitez pas à me contacter par téléphone, par email ou en utilisant le lien à mon calendrier. Voilà, merci beaucoup de votre participation et de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je reste ici quelques minutes et je laisse tourner l'enregistrement pour pouvoir les utiliser plus tard. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et une bonne fin de semaine. À très vite au mois prochain pour le prochain webinaire.